Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc faire un test son. Alors, dans le chat, pouvez-vous m'indiquer que le son fonctionne? Et bonjour à tous. De la même manière, est-ce que vous pouvez confirmer que de mon côté, vous m'entendez bien également? Alors pour l'instant, je n'ai pas encore de réponse. Ça a l'air d'être bon. Ah si, là, moi je vois les réponses. Pour l'instant, c'est plutôt des oui, de ce que je vois dans les réponses. Donc ça a l'air plutôt Ah bon. ok, parfait. En effet, je vois aussi les réponses. Pour Alors les il deux, est c'est bon. 18 h. Je pense qu'on va pouvoir démarrer. Juste quelques petits réglages, voilà, de dernière minute avant de démarrer. Ok, je vois en effet. Le son parfait, tout fonctionne. Bon, super. Parce que j'avais un écran de contrôle, mais a priori, je pense que le son est désactivé. Alors, laissez-moi juste terminer le test de mon côté. Ok. Alors, en effet, a priori, tout est OK. Bon, de toute façon, vous avez bien le chat hein, pour intervenir si jamais il y a des soucis concernant donc la diffusion du son. Donc, tout d'abord, bonsoir. Donc, je suis Christophe Baird, donc responsable développement chez IG, et donc je suis accompagné ce soir donc de Nicolas Suiffet, analyste chez Trading Central. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Christophe et bonsoir à tous. Donc on est ensemble pour une petite heure, donc dans le cadre du concours de trading Turbo, donc organisé à nouveau cet été donc par IG. Donc je pense que pour la plupart vous avez déjà commencé depuis lundi à traiter sur votre compte Turbo. On va ce soir donc parler avec Nicolas des best practices, notamment en termes d'analyste, puisque comme vous le savez sûrement, Nicolas propose des idées de trading turbo régulièrement. Donc on va parler de ces idées de trading turbo ce soir. On va voir comment Nicolas met en place ces idées de trading turbo, comment il analyse les marchés, quels outils il utilise également. Alors, je vais simplement vous mettre à l'écran le sommaire de ce que l'on va voir ensemble ce soir. Donc, je vous mets ça rapidement. Donc, bien sûr, hein, pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions hein, via le chat. On y répondra bien sûr avec plaisir. Nicolas également est là pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir également sur l'analyse des marchés. Alors, avant de démarrer, le traditionnel message d'avertissement donc concernant les turbos. Donc, les turbos sont les instruments financiers complexes présentant un risque de perte en capital. Les pertes peuvent être extrêmement rapides. Donc, bien sûr, cette présentation est uniquement à titre pédagogique et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Et on voit tout de suite donc le sommaire des différents points que nous allons aborder ce soir. Je vais, avant de démarrer, reprendre avec vous la méthodologie pour vous inscrire aux idées de trading. Je vais vous montrer hein, comment s'inscrire aux idées de trading. Je rappelle que ces idées, elles sont fournies gratuitement. Vous pouvez les recevoir directement dans votre boîte mail. Donc, nous travaillons avec plusieurs fournisseurs en termes d'idées de trading. Donc, Trading Central, notamment par l'intermédiaire donc de Nicolas. Nous travaillons également avec DT Expert et avec Day, donc qui propose également des idées de trading. Et puis une autre source également, Valentin Offrand, qui est un analyste indépendant qui lui aussi propose des idées de trading donc sur les turbos, mais également sur CFD. On fera un focus rapide sur le concours. Ma collègue Maëva, avec qui vous avez sûrement suivi les 2 premiers webinaires, est en train de mettre à jour le classement. Donc, on ira voir dans quelques minutes, hein, voir si le classement est à jour. Et puis, concernant donc la présentation donc, de Nicolas, on verra donc quel cheminement pour une idée de trading chez Trading Central. Hein, Nicolas, on reprendra les bases hein, pour la manière dont tu élabores une idée de trading. Oui, c'est ça. On prendra en utilisant des exemples, en fait, hein, tout simplement d'idées de trading qui ont été envoyées pour expliquer un peu
comment elle a été générée, et ça permettra de parler d'autres sujets connexes qui sont le money management, donc ce que tu mentionnes ensuite, voilà, notamment le money management et comment gérer son risque lorsqu'on ouvre une position. Et voilà, qu'est-ce qui doit nous guider dans nos choix, en tout cas nous, ce qu'on considère important lorsqu'on essaie d'ouvrir une position et qu'on essaie voilà, de faire un peu de trading sur les marchés, tout simplement. Exactement, on reverra également, donc on reviendra en détail sur des idées que tu as proposées récemment, donc une idée gagnante, mais également une idée perdante, parce qu'il n'y a pas forcément que des idées gagnantes. Voilà. Mais on Ouais, reverra. Oui, ouais. vas-y, vas-y. Non, ouais, c'est ça. Ouais. Le but, effectivement, c'est de montrer via une idée gagnante pour montrer le cheminement, le déroulement, mais également l'idée perdante servira notamment à expliciter notamment les questions du money management pour voir en fait lorsqu'on ouvre une position qui se passe mal, parce que ça arrive à tout le monde, à voilà, n'importe quel investisseur, eh bien comment réagir pour que cette perte soit finalement contenue, maîtrisée et qu'on puisse ensuite retourner entre guillemets au charbon et ouvrir une autre position et continuer ses investissements. Voilà, donc ça, via cette double idée, une gagnante, une perdante, ça permettra d'évoquer un petit peu des sujets différents. Tout à Les fait. deux scénarios, en effet, et les deux positionnements en quelque sorte par rapport justement à l'évolution de ces scénarios. Et puis bien sûr, je rappelle, vous pouvez tout au long de cette présentation poser vos questions dans le chat. N'hésitez pas justement, parce que Nicolas est là pour justement vous aider sur comment interpréter les graphiques, sur la méthodologie, enfin en tout cas sur tous les aspects, je dirais, d'études en quelque sorte sur une idée de trading. Alors, comme je vous disais, on va démarrer rapidement. Je vais vous mettre à l'écran, voilà, le site d'IG, le site internet. Je vous remontre comment vous inscrire aux idées de trading turbo. Alors, ces idées de trading, elles ne sont pas disponibles directement sur le site. Il faut au préalable vous y inscrire. Donc, vous allez dans la rubrique Actualité, ici en haut à droite. Vous passez ensuite par Actualité et idées de trading. Alors non, je vous ai dit une bêtise, on va aller ici. Alors attendez, actualité, voilà. Actualité, abonnement aux actus de trading. Donc je clique, voilà, ici vous avez les différents abonnements. Vous avez idée de trading turbo, il vous suffit simplement de cliquer, en savoir plus. On clique sur je m'abonne. Vous renseignez simplement ici votre nom, prénom, l'adresse email, téléphone, code postal. Vous faites je m'abonne et dès qu'une idée de trading est publiée par un de nos partenaires, vous la recevez donc directement dans votre boîte mail, ce qui vous permet ensuite de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer directement sur votre compte ou éventuellement de vous en inspirer, pourquoi pas au travers d'un autre produit que le turbo, ça peut être au travers d'un CFD, ça peut être au travers d'un autre produit dérivé. Notamment sur les turbos, on le verra, Nicolas choisit également un turbo avec une barrière de désactivation. Là aussi, vous n'êtes pas dans l'obligation de suivre absolument le turbo préconisé par Trading Central, mais vous pouvez également utiliser cette idée pour prendre un turbo avec une barrière de désactivation avec un effet de levier plus important ou éventuellement un effet de levier moins important. C'est vraiment vous qui prenez la décision finale en termes d'investissement. Donc ça, c'est pour les idées de trading pour s'inscrire donc directement sur le site web, mais vous avez également une autre possibilité de vous inscrire aux idées de trading lorsque vous êtes connecté sur votre compte, le compte IG, donc que vous soyez en compte réel ou en compte de démonstration. Ici, vous voyez, j'utilise un compte de démo. Il me suffit d'aller dans Configuration. Configuration, vous allez ici dans Communication marketing et vous retrouvez Actualité de trading avec ici donc la possibilité de vous abonner et vous choisissez quel type d'email vous souhaitez recevoir. Donc en l'occurrence ici, les idées de trading turbo. Vous voyez, il vous suffit simplement de cocher la case. Et donc une fois que cette case est cochée, là aussi, vous recevez donc directement les alertes sur l'email paramétré dans le compte, sur le compte IG. Alors on va aller voir si nous avons les résultats au niveau du concours là pour ce soir, faire un focus rapide. Donc je vais me déconnecter ici de la plateforme. On va aller sur le site IG, Summer Trading Challenge.
je clique. Ah, pardon, Summer Trading Challenge. On va aller voir si le classement a été actualisé. Alors, j'ai pas l'impression encore que le classement a été actualisé. Attendez, je vais jeter un œil vers ma collègue. Je vais lui demander. Alors, il est en train d'être actualisé, ma collègue me dit. Elle va me l'envoyer. Écoutez, si je peux vous le présenter à l'écran. Ça, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est le classement actualisé à hier soir. Donc, si je peux vous l'afficher, je vais vous l'afficher. Je vais attendre quelques secondes. Sinon, on va démarrer, hein, Nicolas, par le cheminement donc des idées de trading. Ouais, mais non, mais c'est intéressant effectivement de voir. Je vois qu'il y en a qui se détachent déjà fortement. Oui, au bout de 2 jours, le premier hier était déjà quasiment à plus 30%. Ouais. Le deuxième à plus 25. Enfin, en tout cas, le podium là est déjà à plus de 20%. Même le quatrième est pas mal, hein, plus 20,4%. On va voir s'il y a eu pas mal de changements aujourd'hui. Ça a été plutôt calme aujourd'hui sur les marchés. J'ai pas Non, suivi, à vrai dire, Nicolas, aujourd'hui. il y a moyen que ça ait bougé un peu, parce que c'est vrai que ceux qui ont pu peut-être bénéficier de la baisse aujourd'hui en Europe ont peut-être pu remonter ou encore creuser l'écart si c'était des stratégies Est-ce que de. d'ailleurs aujourd'hui tu as Alors non, proposé des idées ou est-ce qu'il y a éventuellement des idées en train de naître pour les prochaines heures, les prochains jours? alors oui, effectivement, on suit effectivement quotidiennement nous pour voir potentiellement des idées qui peuvent être envoyées. Après, nous, la difficulté un petit peu qu'on a en plus de quelqu'un qui voudrait traiter au jour le jour, c'est qu'il faut qu'on arrive à proposer des idées qui laissent le temps aux investisseurs qui la reçoivent d'ouvrir une position, de la traiter. Donc, il ne faut pas que le marché accélère trop vite lorsqu'on fait la recommandation, ce qui nous oblige souvent à être assez précis sur le timing et qui nous oblige à avoir des mouvements quand même assez amples. Donc, si on estime que le potentiel n'est pas forcément énorme, on va peut-être pas forcément déclencher le trade, même si le matin, comme ce matin par exemple, on était baissier sur les marchés en Europe, mais c'était peut-être pas forcément suffisant pour déclencher un trade. Après, certains des clients peuvent retrouver de toute manière cette recherche également en intraday qui est disponible. Mais Ouais. pour les idées de trading, il nous faut un scénario assez solide. Et donc, mais on regarde effectivement et on est en train de regarder notamment le marché. Alors, le marché n'est pas forcément très évident en ce moment, notamment sur la différence entre l'Europe et les États-Unis, et surtout, encore plus embêtant, c'est à l'intérieur même du marché européen, il y a beaucoup de disparités, ce qui rend le marché pas forcément évident pour avoir des signaux clairs, et ce qui d'ailleurs va peut-être entraîner un marché assez un peu choppy, quoi, un petit peu hausse-baisse qui est possible du Ouais. fait que les signaux sont pas clairs entre les différents marchés en Europe. Voilà, on a certains marchés qui demanderaient, qui ont envie de baisser un petit peu plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, quant à d'autres qui résistent bien et qui ont des signaux inverses. Donc c'est un petit peu plus difficile. Mais voilà, ouais, on surveille effectivement les signaux, notamment sur le DAX, qui a buté sur une bonne résistance et qui pourrait faire, pourquoi pas, l'objet d'une recommandation. Donc on suit ça dans les Alors, prochains. justement, hein, Nicolas, je me permets de te couper. J'ai Ah affiché oui, à l'écran le classement actualisé. Là, c'est le classement actualisé en avant-première parce qu'il n'est pas encore disponible sur le site. Alors, on voit que le meilleur performeur aujourd'hui est à 56. Le deuxième quasi à 56 et le troisième à 52. Hein, là, de nouveau ici un podium qui est plutôt serré avec des performances donc supérieures à 50% sur 3 jours. C'est quand même pas mal. Hein. Il y a eu de la prise de risque. Alors après, il faut voir si ça peut durer. Le concours dure combien de temps déjà? J'ai plus le. Il dure 2 semaines. Il s'arrête la semaine prochaine. D'accord. C'est vrai que là, on est sur des performances sur quand même 3 jours qui sont assez extraordinaires. Hein. Il y a eu des grosses prises de risque à la baisse, probablement. Alors peut-être pas d'ailleurs, je pensais aux indices, mais c'est peut-être sur d'autres. Peut-être. Alors là, je n'ai pas le détail.
Bon, en tout cas, on a pour l'instant un podium quand même qui se détache de ce qu'on voit ici sur les 20 premiers. Voilà, là on est à 6, 7, 10, 10, 14. Oui, c'est ça, on a à peu près jusqu'à 20, 25%. Et après, vraiment, on a ici sur les 7 suivants une performance Ça qui est quand m'étonne même pas parce plutôt. qu'il y avait ce matin quand même un beau signal sur des gens qui voulaient prendre un petit peu la baisse sur les marchés en Europe, CAC ou autre, ou le DAX. Il y avait un signal en intraday qui était plutôt intéressant à prendre, effectivement. Donc, si on avait Alors, envie ben, de prendre un levier fort, ça pouvait vite payer, effectivement. ouais, alors justement, Nicolas, je te propose de partager ton écran. Tu nous montres quelques graphiques. Ouais, alors, c'est parti. Je vais t'envoyer la main si tu veux. Ouais, s'il te plaît. Ouais. Voilà, Donc, donc là, normalement, tu peux prendre la main et nous partager ton écran. hop, donc on va Super. aller sur la plateforme. Effectivement, pour parler un petit peu de recommandations donc, qu'on avait faites pour parler un petit peu du marché. Avant ça, pour vous faire un petit. Donc, Christophe, comme tu le disais, tu as remontré où est-ce que les gens peuvent recevoir les Les alertes. alertes. Juste faire un point. Donc là, on va parler un petit peu des indices aujourd'hui. Ça me paraît être bon, c'est le sujet le plus. Même si donc on produit des recommandations sur toutes les classes d'actifs, hein, voilà une dizaine par mois en gros. Euh, donc indices, matières premières, forex et actions également. Là, je voulais vous faire un petit résumé sur justement les recommandations indices qui ont été effectuées depuis le début de l'année. Ça permet de voir un petit peu nous comment on fonctionne. Pour rappel, c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde et ceux qui connaissent pas encore forcément. Donc on n'envoie pas d'alerte de suivi après avoir envoyé une première alerte. On regarde si les cours ont atteint nos cibles ou nos stops. Et donc, on regarde un petit peu ce que ça a fait pour voir quand même si nos signaux sont performants et sont plutôt efficaces ou non. Donc là, je vous ai mis un petit récapitulatif pardon, depuis le début de l'année. Vous voyez que c'était plutôt bien. On a plutôt bien pris les mouvements à la fois à la baisse sur le début d'année. Vous voyez la série de positions baissières jusqu'au mois de mars, en gros, sur les indices, qui ont donné plutôt de bons résultats, puisque avec une majorité de cibles 2 atteintes. Et ensuite, on voit bien l'inversion de tendance sur les marchés lorsqu'on a identifié des signaux de retournement. Donc, à partir de la mi-mars, on avait envoyé un premier trade sur le Nasdaq 100. Et ensuite, on a essayé de bénéficier de la tendance haussière qui s'est développée sur les indices, notamment les indices américains, avec une succession de trades donc sur les Nasdaq, S&P 500 ou encore le Dow Jones, avec quelques recommandations qui se sont fait stopper, où les stops ont été atteints. Mais voilà, on est plutôt satisfait des recommandations qui vous ont été envoyées depuis notamment le début de l'année sur les indices comme sur les d'autres classes d'actifs. Mais aujourd'hui, je voulais faire un petit point particulier sur les indices. Et donc là, on va parler, pour rentrer un peu dans le détail, on va prendre deux exemples donc de recommandations. Donc une sur le Dow Jones, celle qui a été effectuée le 2 juin, et une sur le FTSE qui a été stoppée, qui avait été effectuée le 23 mai. Donc on va regarder un petit peu ces deux recommandations pour voir un petit peu ce qui nous avait incité à les faire, quelle lecture du marché on avait, et quand ça s'est mal passé pour le FTSE, voilà, qu'est-ce qu'on avait préconisé comme stop et comment un petit peu ça s'est passé. Alors justement, si on revient sur le Dow Jones, Ouais. au final, quel est ton postulat de départ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se met je dirais, dans la peau d'un investisseur, dans la peau de Nicolas Suiffet, et on veut savoir qu'est-ce qui a décidé cette orientation pour le Dow Jones. C'était à la hausse, hein, C'était à mouvement la hausse à haussier. l'époque. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de prendre un mouvement, le mouvement haussier? Alors, le Quels mouvement sont haussier, quels sont les indicateurs? Enfin, on veut tout savoir. alors à la base, donc si je me remets dans le contexte du moment, donc le 2 juin, c'était sur cette barre ici, donc sur cette barre d'accélération, mais la recommandation a été envoyée en amont et c'était un jour de publication du rapport emploi aux États-Unis. Oui, le Euh, premier vendredi du mois, les NFP. ouais,
Exactement, les fameuses NFP. D'ailleurs, on va reprendre la recommandation, comme ça ce sera plus revoir vite fait la recommandation qui avait été envoyée. Ça permet de repasser un petit peu repasser les éléments donc du produit qui vous sont envoyés donc sur le sommet de la recommandation. Vous voyez notamment l'ISIN qui vous permet de retrouver le produit. Je reviendrai un peu sur le choix de la barrière, on en discutera peut-être après. Là, on va peut-être rester sur la recommandation en elle-même. La stratégie, oui. Voilà, stratégie pure. Donc, vous avez toujours donc, dans la stratégie le scénario qu'on privilégie. Donc, c'est assez clair parce qu'il y a toujours voilà, la flèche qui donne de manière assez claire sur le graphique la direction qu'on privilégie, avec le niveau de stop qui est toujours le niveau en bleu et les cibles qui sont soit les deux niveaux en vert quand on est haussier ou les deux niveaux en rouge de support donc lorsqu'on est baissier. Le niveau en noir, et c'est le le niveau en niveau du noir, marché actuel. c'est le niveau du marché. Voilà, c'est le niveau, c'est le last price, donc le dernier cours, le niveau du marché, exactement. Voilà. Et les deux Donc, en rouge, pardon, je me permets de te ouais, couper, les deux qu'on a en rouge, c'est donc les deux objectifs en quelque sorte en cas d'inversion du scénario. C'est-à-dire si on vient taper le stop à 32 600, en gros, vous anticipez que le marché revienne sur des niveaux donc inférieurs, voilà, 32 360 et 32 100. Hein. c'est ça. On fonctionne avec ce qu'on appelle des niveaux pivots, c'est-à-dire des niveaux qu'on identifie suffisamment importants pour provoquer une inversion de tendance. Donc, c'est pour ça que c'est les niveaux les plus importants sur nos graphiques. Et là, en l'occurrence, effectivement, le niveau des 32 600 était le niveau clé sur le graphique à surveiller, qui nous avait incité notamment à privilégier une recommandation acheteuse tant que les cours étaient au-dessus de ce niveau clé de support. Et effectivement, l'enfoncement de ce niveau aurait provoqué une fermeture de la recommandation, si ça s'était passé. Et effectivement, généralement, c'est ce qu'on appelle, nous, des points pivots qui vont provoquer un renversement de tendance. Alors attention toutefois, les renversements de tendance, ils ne sont pas forcément immédiats. C'est-à-dire lorsqu'un pivot est touché et donc un niveau enfoncé, les retournements de tendance ne se font pas forcément tout de suite dans la foulée. Là, si on est sur des graphiques intraday, ça peut prendre plusieurs heures, voire même plusieurs jours, où le marché va peut-être hésiter et casser le niveau, revenir. C'est la confrontation de l'offre et de la demande, des acheteurs et des vendeurs. Ça ne se fait pas forcément immédiatement. Mais en tout cas, c'est un niveau très important qu'on estime, nous, clé. Et c'est ce qui nous incite également à proposer des idées de trading. Là, en l'occurrence, sur le support clé sur le Dow Jones, donc des 32 600, c'était vraiment le niveau. Alors, peut-être se passer Tu veux en ligne pour voir un petit okay. peu plus. Tac. Le niveau. On voyait que ce niveau des 32 600 était en fait un niveau très très fort puisqu'il avait servi de premier support une première fois, donc fin décembre 2022. Ensuite, on l'avait enfoncé pour former finalement ce qu'on pouvait appeler une tête, si on estimait la formation d'une figure en tête-épaule de continuation. Et on était revenu très proche de ce niveau. Et surtout, ce qui nous avait intéressé, c'était la formation de ce double creux ici en formation après une phase de baisse, donc qui avait été assez nette, assez marquée sur le niveau de support. Ça, une sorte de double bottom. Hein. Ouais, une sorte de double bottom. Et ça, c'est un niveau qui nous avait particulièrement intéressé d'un point de vue journalier. Lorsqu'on s'était porté sur le graphique en intraday, on avait également vu, alors si je me replace au moment de la recommandation, donc c'était ici. Donc on voyait qu'en journalier, on avait un gros niveau à 32 600 qui s'était formé. Et en intraday, ce qui nous avait plu, c'était effectivement qu'on avait à la fois ici une forte accélération. Donc ça, c'est ce qui s'était passé sur la séance américaine donc de la veille, donc la veille du NFP. On avait rebondi au-dessus de ce support avec notamment un RSI ici qui avait formé, qui n'arrivait plus à former de nouveau plus bas, donc qui avait vraiment coincé sur le gros niveau des 30% à plusieurs reprises. 1, 2, 3, quatrième test, et on rebondit fortement avec une formation en V, donc une réaction très vive. Donc ça, c'est effectivement un conseil que je donne à ceux qui nous écoutent, les investisseurs. Essayez de repérer
lorsqu'il y a des réactions très vives sur des niveaux de support, ça montre clairement que qu'il y a eu une réaction, ça a provoqué une réaction chez les investisseurs, que ce soit en termes de support, donc rebond sur un support pour les acheteurs, ou à l'inverse sur une résistance, un reflux sous une résistance pour les stratégies plutôt vendeuses. Là, en l'occurrence, on avait un beau signal sur le RSI qui se formait. On avait même sur des horizons un petit peu plus longs. Hop, si je me remets, donc on est ici. On avait sur un horizon un peu plus long une mèche qui s'était formée ici sur un graphique 4 heures, donc qui avait tenu, et derrière on avait enchaîné une deuxième bougie, donc sur un horizon de 4 heures quasiment pleine au-dessus de la mèche précédente, tout ça en venant dépasser ou tenter de dépasser par la suite le précédent sommet. Donc là on avait une configuration. Nicolas, oui, je me permets, si tu veux, tu peux cliquer sur le petit œil en haut du graphique, tu sais, pour fermer la fenêtre de données qui apparaît. Voilà, c'est le premier à décocher. Voilà, comme ça, c'est plus, tout à fait. C'est plus clair au niveau de la lisibilité. Merci. Tout à fait. Effectivement, j'utilise pas au quotidien la plateforme. Effectivement, j'ai pas tous les bons réflexes. Mais voilà, l'idée. Donc là, le marché se positionne avant les NFP, donc sous la zone de résistance, mais avec un signal de potentiel retournement, en tout cas une velléité du marché, une envie de venir rebondir au-dessus de la résistance. Mais le niveau n'est pas encore franchement cassé. Et si on regarde un petit peu la configuration qu'on avait en amont, on avait également ici, je prends la petite ligne de tendance qui s'était formée, donc sur ici, et même la baissière qui s'était formée ici et qui formait, alors voilà, une espèce de wedge d'essoufflement, donc une espèce de biseau d'essoufflement à la baisse qui se formait. Et donc on avait cette tendance baissière qui était en place depuis plusieurs semaines qui commençait à s'essouffler, près d'un support, un important support sur un graphique journalier. Donc ça, c'est des signaux qui nous intéressent clairement. Quand vous voyez que vous rattaquez ici une ligne de tendance après avoir échoué à faire un nouveau plus bas et avec des bougies qui montrent des mèches basses assez importantes, c'est un signal potentiellement intéressant. Mais donc, comme on le disait dans l'analyse à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'on rajoute, et donc j'invite également ceux qui regardent, qui reçoivent les alertes, à bien lire également les actualités. Donc, en plus de l'information technique qu'on donnait, on précisait, alors non, c'était pas la bonne. Voilà. On précisait à ce moment-là, dans la note, qu'il y allait avoir le rapport emploi donc à 14h30 et qu'on pouvait attendre la cassure des 32 600 points avant de se positionner. Donc là, pour quelqu'un qui est un investisseur intraday, vraiment, l'idée, c'est vraiment de se positionner en amont, de voir la configuration, de se préparer en amont de la publication à une potentielle accélération du marché. Mais quand même, après, bon, chacun fait comme il l'entend, évidemment, en termes de stratégie. Mais nous, sur une configuration comme ça, on va quand même privilégier d'attendre la sortie de la statistique économique importante et qui peut tout changer, finalement, et d'attendre de voir comment le marché réagit. Et donc, les 32 600, alors si je me replace, je me replace ici dans le graphique. Non, les 32 000, j'ai dit quoi comme niveau, pardon, 33 260, pardon, hop. Donc c'était ici, donc on voyait que effectivement la cassure du plus haut ici qu'on attendait a eu lieu après la publication du rapport emploi. Donc là, on avait pour un investisseur intraday une très bonne idée à prendre sur la journée, un mouvement d'accélération à partir du moment où ça déclenche. Là, un investisseur peut clairement en intraday rentrer et tenter l'accélération sur un signal comme celui-là. Donc là, ensuite, parce que l'idée sur ces idées de trading aussi, et lorsqu'on est un investisseur, n'importe quel investisseur, l'envie, c'est d'arriver à se positionner et d'arriver à s'éloigner de son point d'entrée le plus rapidement possible pour ensuite avoir à gérer une position gagnante. Puisque rien n'est plus intéressant pour un investisseur que d'être dans la gestion d'une position gagnante. Et d'ailleurs, ça me permet d'évoquer un point
et que souvent les investisseurs, quand ils débutent ou quand ils n'ont pas encore trop l'habitude, ils ont plutôt tendance à avoir un comportement inverse, c'est-à-dire à très souvent couper les gains dès qu'ils ont des gains, couper les gains très rapidement, faire des petits gains, et au contraire laisser courir les pertes lorsque ça se passe mal. Et malheureusement, c'est souvent pas très profitable au final, ce genre de stratégie. Et même si c'est humain et qu'on a tous tendance à faire un peu ça, il faut arriver à aller un petit peu à contre-tendance de cette nature et à essayer au contraire, lorsque vous êtes en position gagnante, d'arriver à gérer vos gains et en fait à utiliser des niveaux de stop que vous avez remontés et à les laisser courir. Là, on voit que dans cette recommandation, d'ailleurs, si je reprends les niveaux, donc les niveaux de… Non, pardon. Hop. Les niveaux qui avaient été donnés donc à 33 420, 33 710. Donc ces niveaux-là, ils ont été atteints dans la journée. Ça a vraiment été une recommandation qui a bien marché, qui a déclenché tout de suite dans la journée suite à la publication du rapport emploi. Donc les cibles ont été atteintes. Donc on peut considérer que les cibles sont atteintes. Très bien, on prend ses gains et on sort. C'est un très beau trade dans une journée. Franchement, il y a de quoi être content. Mais ça n'empêche qu'un investisseur qui voit un peu plus loin, il peut tout aussi bien se dire je vais conserver ma position. Après tout, rien ne presse. Je suis en gain. Je peux tout à fait remonter mon niveau de stop sur mon niveau d'entrée pour être sûr de ne pas revenir en perte. Puisque par contre, une des règles, c'est de se dire qu'à partir du moment où on est en gain, on n'a pas le droit de ressortir en perte. On doit sortir en gain. Donc, on remonte son niveau de stop pour s'assurer un gain. Et ensuite, on laisse courir si on considère qu'il y a encore du potentiel de hausse, en tout cas d'un point de vue graphique ou technique, on peut très bien laisser courir les gains. Et si on peut conserver la position plusieurs jours, parfois même plusieurs semaines, on peut très bien faire des gains beaucoup plus importants. Sur cette idée de trading, on voit que derrière, le marché a continué à monter beaucoup. Donc avec une stratégie suiveuse qu'on peut aligner sur le point d'entrée, puis ensuite en remontant son niveau de stop sur des moyennes mobiles, par exemple, ou sur des lignes de tendance qui se forment, vous pouvez comme ça bénéficier de la tendance en cours assez sereinement, j'ai envie de dire, puisque vous gérez une position gagnante. Et tant qu'une moyenne mobile choisie importante n'est pas franchie, ou une ligne de tendance qui s'est formée n'est pas franchie, on laissera courir les gains. Et là, je peux vous assurer que… En quelque sorte, ça te fait bénéficier d'un trade gratuit, enfin si on peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'en effet, tu as sécurisé soit un peu de gain ou éventuellement tu as sécurisé le montant des pertes, c'est-à-dire break-even. Donc c'est vrai qu'on peut conserver sereinement ce trade sans avoir à souffrir d'une perte potentielle, puisque si on revient sur le niveau d'entrée, au final la perte est à zéro, donc c'est, je pense, psychologiquement plus facile à trader. Et il y a un point que tu évoquais qui est important, parce que c'est ce qu'on retrouve également dans le trading en général, hein. C'est souvent quand les clients sont en perte, ils ont tendance un peu à souffrir psychologiquement. Et souvent, ils rentrent dans un mode, ce qu'on appelle le mode espoir. Et j'ai envie de dire, quand on est en perte potentielle et en mode espoir, ça signe quasi la fin du trade. Enfin, en tout cas, ça signe une perte quasi assurée sur le trade. Et souvent, quand les clients sont en gain, ils sont en mode peur. C'est-à-dire, comme tu l'as très bien souligné, ils ont tendance à couper les gains très vite et à conserver les pertes très longtemps, et donc être dans ce fameux mode espoir, alors qu'il faudrait être complètement dans un, je dirais, un état d'esprit complètement inverse, c'est-à-dire plutôt être en mode espoir lorsqu'on est en gain, comme tu disais ici, donc de conserver la position, et à l'inverse plutôt être en mode peur, justement quand le trade s'inverse, et ne pas hésiter à couper assez rapidement ou éventuellement à sécuriser le trade, comme on l'a vu donc sur cet exemple. Ouais, c'était juste pour la petite parenthèse. Ouais. Non, mais tu as raison, c'est tout à fait ça. Et c'est effectivement contre ça qu'il faut lutter généralement quand on débute et qu'on n'a pas forcément trop l'habitude. Et c'est d'ailleurs comme ça que fonctionnent les professionnels, entre guillemets, hein, ceux qui traitent au quotidien sur ces marchés-là. J'avais travaillé notamment avec un bureau qui traitait sur les matières premières à l'époque, il y a quelques années. Et c'est d'ailleurs par là que j'ai commencé, que j'ai vu un peu comment ils travaillaient. Et effectivement, au quotidien, c'est vraiment arriver à rentrer
à prendre la tendance qui se met en place et ensuite à cumuler des positions tant que ça gagne pour profiter d'un effet cumulatif. Et quand le marché se retourne, les stops se font taper, mais le gain est là. Le gain est là quoi qu'il arrive, puisqu'on on a assuré, et on a assuré les gains et on a essayé de profiter du mouvement en cours. Donc c'est vrai que c'est des stratégies qu'il faut arriver à mettre en place. C'est pas évident parce que, alors, qui plus est sur l'intraday, c'est pas évident parce qu'il faut du temps déjà, et on n'a pas tous, lorsqu'on vous souhaite investir, on n'a pas forcément tous autant de temps à consacrer parce qu'effectivement, pour faire ce genre de choses, il faut suivre le marché au quotidien, il faut avoir beaucoup de temps à y consacrer pour suivre les informations, ce qui s'y passe, ajuster ses positions sur la plateforme. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Effectivement, on peut être dans des stratégies beaucoup plus court, moyen terme, sur des actions ou autres, même sur des indices, mais en regardant ça de beaucoup plus loin. Là, je suis vraiment dans une optique sur ces idées-là d'un trader actif qui cherche vraiment des mouvements un petit peu intraday, à jouer des accélérations, des choses comme ça. Donc ça convient peut-être pas forcément à tout le monde. Il y a des styles peut-être un peu plus tranquilles, je dirais, sur des grosses valeurs ou sur des grands indices, mais qui souhaitent investir à plusieurs mois, plusieurs années. Là, effectivement, c'est un petit peu différent. Mais là, il faut avoir du temps, effectivement, pour arriver du temps à consacrer à ça. Et c'est peut-être aussi ce qui manque parfois à certaines personnes qui souhaitent faire un peu de trading. En tout cas, Alors, c'est… ouais, Ouais, pardon, dis-moi. j'allais dire justement pour recentrer, si tu veux, un petit peu sur les best practices. Ouais. On a vu que là, tu utilises l'analyse graphique. Alors, si tu veux, par rapport à ça, moi, j'ai deux questions. C'est si tu devais retenir indicateurs techniques vraiment essentiels à l'analyse que toi tu utilises, et est-ce que tu t'attaches plus à l'analyse technique ou est-ce que tu prends aussi un peu la température de l'analyse fondamentale, enfin, en tout cas de l'actualité fondamentale? Ouais, c'est les deux, hein, c'est les deux. Pour revenir aux indicateurs, vous les avez là, je vous les ai quasiment mis. Je dirais les trois de base pour moi, ça va être les moyennes mobiles qui sont quand même la base lorsqu'on regarde un graphique. C'est quand même utile pour identifier des Des signaux, tendances? Ouais. des tendances, évidemment, et les signaux, alors pas simplement dans les croisements, dans les moyennes mobiles, avec un peu d'habitude, on peut y voir pas mal de choses. Il y a certaines configurations quand les moyennes mobiles se mettent en place, au-delà de la tendance qu'elles ont, si elles sont orientées à la hausse, à la baisse, ou d'un potentiel croisement de moyennes mobiles. Parfois, on arrive à aussi identifier des scénarios où on voit qu'une tendance haussière ou baissière peut être mise à mal simplement par la configuration, le positionnement de deux ou trois moyennes mobiles entre elles. Ça peut donner vraiment des indications assez importantes à ce niveau-là. Donc, moyenne mobile, la base, effectivement, pour voir les tendances, les croisements et d'autres choses. Un RSI, qui est également l'indicateur le plus courant qu'on utilise pour identifier les zones de tension sur les marchés, donc tension à la fois à la hausse ou à la baisse. Hein, donc je reviens pas forcément dessus dans le détail, mais les zones de surachat au-dessus de 70% sur le RSI, vous le voyez là matérialisé en rouge sur le graphique, en dessous de 30% pour les zones de survente. Sachant que quand même, là je mets un petit bémol, une petite précision, c'est que ces zones de surachat survente on les considère de base au-dessus de 70 et en dessous de 30%. Parfois, il faut savoir aussi les lire en fonction du sous-jacent qu'on regarde. Parfois, Ouais, c'est-à-dire qu'on peut ajuster ces zones, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de travailler sur du 70 et du 30, et exactement. on peut les modifier, ouais. Déjà, effectivement, donc sur la plateforme, vous pouvez les ajuster à votre guise. Bon, de base, 70-30, c'est très bien. Hein, j'incite pas forcément à changer ces zones-là de base, mais parfois, on observe que sur certains sous-jacents, on va remarquer historiquement que la zone de surachat, elle n'est pas forcément à 70, elle peut être un peu au-dessus, elle peut être à 80. Il y a certains sous-jacents, ça fonctionnera mieux, le signal sera plus précis. Donc, n'hésitez pas non plus à bien identifier en fait les zones de survente surachat en fonction de l'historique du titre ou du sous-jacent, peu importe celui-ci. Et ça vous aidera également à avoir moins de faux signaux. Et effectivement, pour revenir là, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais
sur par exemple le RSI. On voyait également ici, donc je rappelle ici le moment où on a déclenché l'achat, on était encore dans le biseau un petit peu descendant, donc on n'avait pas encore validé. Mais en revanche, le RSI, lui, il était déjà en mode cassure de la résistance puisqu'il avait déjà cassé ici sur un graphique 4 heures sa tendance baissière et il était déjà repassé. Vous voyez, on était ici avant les payrolls, avant les NFP. Donc on était déjà dans une tendance qui s'était inversée sur le RSI. Ça, c'est aussi des signaux qui sont intéressants à prendre. Quand vous voyez des dynamiques baissières qui s'inversent sur le RSI, alors qu'elles ne sont pas encore inversées sur les cours, c'est également des, pardon, des signaux qu'il faut surveiller et potentiellement voir si on a une cassure, à essayer de rentrer dans les trades un petit peu comme ça. Donc n'hésitez pas à surveiller, faire du chartisme sur indicateur, ça marche également. Donc voilà, moi c'est un peu ce que je regarde. Donc on était sur les indicateurs. Le troisième, je dirais que c'est les Bollinger. Alors que là, je l'ai pas mis sur le graphique pour pas trop surcharger, parce que c'est vrai que ça surcharge un peu. Donc pour que ce soit peut-être plus clair pour vous à l'écran, je les ai pas mis. Mais les Bollinger, pour moi, c'est un indicateur également que j'utilise beaucoup. J'aurais pu mettre le MACD, qui est un indicateur qui vient bien compléter également le RSI. Mais je regarde également. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de redondance justement avec les moyennes mobiles entre MACD et moyenne mobile? Ouais, il y a un petit peu, effectivement. Et puis, avec l'habitude, après, en fin de compte, on arrive, je dirais presque, même quand il y a des divergences sur le RSI, on n'est parfois même pas obligé de mettre l'indicateur pour voir que l'indicateur va diverger. En fait, c'est vrai qu'avec l'expérience, on voit un petit peu, on anticipe un petit peu les signaux au préalable sur les indicateurs. Mais voilà, si on n'avait que trois, moi, je dirais ces trois-là, qui, je pense, c'est une bonne base pour travailler. Donc RSI, moyenne mobile et bande de Bollinger. Les bandes de Bollinger, ouais, qui peut être intéressant. Après, c'est un petit peu, et d'ailleurs, c'est le message que j'aimerais aussi faire passer au-delà des signaux qu'on peut vous donner. Après, je pense que c'est important pour durer dans le trading d'arriver à trouver son style et une méthode qui marche. Voilà. Au-delà des qualités qu'il faut et de la rigueur qu'il faut avoir et du money management, je pense que chacun ensuite, et ça vous l'aurez évidemment en répétant les exercices, en répétant les trades et en regardant le marché au quotidien, de voir en fait qu'est-ce que vous arrivez bien à lire, quelles sont les configurations que vous aimez bien à lire, quels sont les signaux que vous arrivez bien à lire qui marchent bien, où vous vous rendez compte que voilà, quand je vois ce type de signal, généralement ça marche, quoi. Voilà. Et donc, ça va vous donner confiance en vous disant, ça, c'est des types de configurations que j'aime bien, je suis à l'aise avec et je sais que ça marche bien. Voilà, donc c'est pour ça il faut avoir trouver son style, trouver une méthode d'investissement qui nous correspond le mieux. Certains préféreront voilà, investir au quotidien, faire du day trading, d'autres des choses un petit peu plus court terme. Ça dépend effectivement, comme je disais aussi. Je vois justement hein, dans le chat, j'ai Ouais, et le stochastique et les points pivots ouais. également. Alors ouais, bien sûr, le stochastique qui vient un peu comme le RSI. Si on préfère le stochastique, évidemment, il y a pas de souci. On peut même mettre les deux. Oui, bien sûr. Mais donc ça, c'est une habitude à prendre, je dirais. Je pense que ce qu'il faut Malgré éviter, tout, ouais, c'est de malgré tout, pas trop trouver des indicateurs. d'indicateurs non plus justement, pas trop surchargé. Parce qu'on Voilà, ouais. pourrait avoir justement au final jamais avoir de signal parce qu'on aurait des signaux inversés en quelque sorte. C'est-à-dire que l'un nous dit il faut acheter et l'autre nous dit il faut vendre. Ouais, c'est ça. L'erreur aussi à ne pas faire, c'est de trop cumuler d'indicateurs et après de se trouver un peu piégé parce que finalement, bon, la config parfaite où tous les indicateurs vous donnent un bon signal, où le graphique, on a une figure qui est magnifique, où tout est parfait, ça arrive très très rarement. Donc c'est vrai que éviter parfois de se polluer la tête avec des signaux faibles qui finalement, on se dirait, ouais, mais ça c'est pas parfait, donc je vais peut-être pas y aller. C'est pour ça que je pense qu'au départ, pour un débutant, voilà, moi, c'est ce que je vous conseillerais. Mais après, n'hésitez pas à essayer. Voilà, essayez si vous préférez utiliser le stochastique, le MACD. Évidemment, c'est ça qu'il faut choisir pour vos signaux. Si vous voyez, encore une fois, que à l'usage, c'est ceux que vous préférez, c'est ceux que vous avez le mieux à lire, dont les signaux sont le plus clairs pour vous et qui marchent le mieux. Donc, pour ça, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer en fait, que de regarder des graphiques
et donc d'être un peu patient, d'avoir du temps pour avoir le temps de voir avec quelle configuration vous êtes le plus à l'aise. Mais nous, voilà, au-delà de ça, des conseils que je peux vous donner, c'est effectivement, nous, on fait un travail en amont pour vous aider un petit peu là-dessus pour les débutants, en essayant de vous donner qu'est-ce que nous, on considère comme intéressant pour bâtir vos stratégies, voilà, sur ces idées de trading. Voilà, libre à vous, comme le disait Christophe, ensuite de vous en inspirer, de les suivre ou pas, d'investir ou pas sur les produits qu'on recommande. Donc ça permet peut-être de faire une incise sur les produits, puisque effectivement, nous, on va offrir donc un scénario médian, un produit médian, je dirais, où on va pas vous proposer les produits les plus risqués, ni forcément les moins risqués. Mais la règle numéro un, c'est de toujours vous proposer un produit dont la barrière sera inférieure au niveau de stop si on est haussier. Donc là, par exemple, dans le cas qu'on avait sur le Dow Jones, donc un niveau à 32 600 qui était le point pivot, on avait un niveau une barrière qui était bien inférieure. Si je reprends la recommandation, voilà, la barrière était à 32 036 points. Donc vous voyez 600 points en dessous du niveau de stop recommandé. Ce qui fait que si le scénario se passe mal, la perte sera contenue et maîtrisée. Voilà, on estime nous que sur ce genre de recommandations, des trading sur lesquels vous pouvez vous inspirer, on ne va pas vous proposer des choses en mode un petit peu casino, où vous rentrez et vous perdez 100% de votre investissement dans les heures qui suivent. Oui, parce que Mais plus, après, tu vas proposer une barrière de désactivation proche du cours actuel, donc plus l'effet de levier sera important. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à l'écran, là, la première barrière à 34 exactement. 143 points, l'effet de levier est de 152. On voit que là, justement, sur le graphique, la barrière est quand même relativement proche du cours actuel. Donc le risque de désactivation, lui, est également présent. Enfin, en tout cas, il est imminent par rapport à une barrière qui, elle, sera plus éloignée. Mais en effet, le fait de choisir une barrière plus éloignée va faire baisser l'effet de levier. Alors, j'ai une question dans le chat, notamment par rapport au turbo. C'est question d'un béotien avec un marché étroit sur un même turbo. Comment espérer voir son ordre exécuté quand il est clair pour les investisseurs de ce turbo qu'il faut rapidement sortir, le même seuil d'invalidation, recommandation étant connu et ou les mêmes alertes reçues par les mêmes investisseurs? Alors, c'est une question un petit peu tordue. Ouais, je suis Non, pas alors, sûr de bien voir. je pense que la question, elle concerne surtout la cotation du turbo. En soi, le turbo, il évolue de façon symétrique par rapport au sous-jacent. Cela veut dire que si vous souhaitez sortir à un moment ou un autre, de toute façon, le turbo, il est animé par l'émetteur. Donc, vous aurez toujours une cotation sur le prix du turbo et qui évoluera, donc, comme je vous disais, de façon symétrique par rapport au sous-jacent. Sur le turbo, vous êtes libre d'agir comme vous voulez. C'est-à-dire que Nicolas, en effet, parle ici des niveaux de knockout. C'est-à-dire si le knockout est touché, votre turbo est désactivé. Mais quoi qu'il arrive, sur une recommandation, si vous prenez donc une position sur le turbo, donc recommandé par Nicolas, vous avez bien sûr la possibilité de sortir de cette position à tout moment. Donc soit de sortir au marché, mais également la possibilité sur la plateforme de passer des ordres stop, donc des stop loss qui vous permettent de sortir la position si le scénario s'inverse sans avoir à aller jusqu'à toucher la barrière de désactivation et justement de sortir plus tôt. Ça, c'est tout à fait possible. Alors j'espère que j'ai répondu c'était la question de Jeff. J'espère que j'ai répondu à la question, mais à l'inverse, vous avez bien sûr également la possibilité de placer des objectifs sur les objectifs qui vous sont proposés par Trading Central et de placer donc des ordres limités. Si vous voulez, je referai un petit focus tout à l'heure en fin de webinaire sur la manière de passer des ordres. D'ailleurs, vous avez une vidéo qui est également disponible sur la chaîne YouTube sur le sujet. Tout à fait. Bah, écoute, on peut donc parler peut-être un peu de money management sur justement donc la position pour vous montrer. Donc là, on a vu une position sur le Dow Jones qui s'est très bien passée. On va voir sur une autre idée de trading qui avait été envoyée. Donc c'était fin mai, voilà, le 23 mai sur le FTSE 600. Donc là, le signal s'est mal passé. Donc là, vous voyez FTSE 600. On va prendre simplement le graphique pour aller un peu vite. Donc on était
Le 23 mai, je vais juste retrouver le graphique. Alors, ah oui, Donc voilà. là, tu es en 4 heures. Je vais Ouais, juste foot 600, voilà. foot 600. Donc on va peut-être ouais, en 1 heure. Donc c'était. Il faut que Donc je c'était un vois. signal haussier, hein. C'était un signal haussier. Mais c'est vrai Faut que tu te que. mettes en plein écran. Si tu mets en plein écran la plateforme, attends, je fais hop. Si tu veux voir la date, j'imagine, en bas. Ouais, c'est ça exactement. Alors en plein écran, c'est-à-dire. Alors sinon, C'est vrai ouais, que je parce que là, sais. la date apparaît pas tout en bas de Ouais, l'écran. je vois pas la date, mais je peux peut-être retrouver. Je vais retrouver le. La configuration, Ouais, c'était là, c'était là. Voilà, c'était. Je m'en souviens. tu as Tac. l'œil. C'était exactement ici. Donc là, on tente un trade en dépassement. Alors on avait des justifications, on avait des raisons, hein, d'ailleurs qu'on a expliqué. La sortie de ce petit canal, on avait bien rebondi sur un support intraday qui était intéressant ici sur les 7748. Donc on avait un gros support qui s'était formé et on rattaquait. On sortait de cette phase de consolidation, en tout cas on a essayé de sortir de cette phase de consolidation en tentant ici la sortie par le haut. Donc là, on tente un trade de rebond au-dessus de ce niveau de support qui était pour nous donc le niveau pivot, hein, donc le stop sur lequel il fallait placer le niveau sur lequel il fallait placer son stop. Et donc on voit, donc si je remets ici, vous voyez le graphique, on était là avec le stop ici qu'on avait identifié à 7745. Ouais, c'est Donc ça. là en soi, la configuration, elle nous dit il faut acheter. On est sur une Là, config, on est sur une voilà, config acheteuse. Tous les signaux sont au vert. On est bon au niveau des moyennes mobiles. On est bon au niveau du RSI et on est bon également au niveau des bandes de Bollinger sur ouais, l'alerte, hein, quand je vois l'alerte. ouais, en tout cas, on avait un signal qui nous indiquait qu'on avait un possible rebond, à la fois qui venait de la zone de support, et effectivement, on tentait de s'extraire de cette phase de consolidation ici, petite phase de trading range ou une petite phase en drapeau, et on tentait de sortir. Donc, il y avait ici un trade à tenter, enfin, en tout cas, nous, on considérait qu'on pouvait le tenter en dépassement de cette résistance. Alors, dans les faits, d'ailleurs, on aurait pu vous envoyer le même type de signal qu'on avait fait sur le Dow Jones, c'est-à-dire attendre le dépassement du point haut ici, qui était au niveau des 7800, 805, 806. Là, on ne l'a pas fait, donc bon, tant pis pour nous. Mais en gros, c'est vrai que dans ce cas-là, pour jouer la sortie du range, ça aurait été bien d'avoir la confirmation. Bon, là, il se trouve que après avoir envoyé l'ARCO, le marché se retourne et vient enfoncer notre niveau de pivot, donc qui était donné à 7745. Donc là, dans ce cas de figure, donc si vous êtes rentré, effectivement, le niveau de stop sert vraiment à limiter le niveau de perte. Hein, donc là, on parle de 30 points, donc on joue 30 points sur le FTSE. Ça fait en gros, ça va faire du 0,3-0,4%. On était sur un levier, nous, recommandé, je pense de 20. Donc voilà, on était à une perte de 8-10% sur l'investissement recommandé, sur un produit dérivé. Ce qui est voilà, tout à fait gérable, ce qui n'est pas excessif sur un service de dérivé. Donc là, on prend finalement, on se dit, ah ben zut, mauvais signal, le marché se retourne, je suis mal rentré, ou d'ailleurs, certains sont peut-être rentrés plus bas après l'accélération, donc après le retournement baissier déjà, donc sont peut-être rentrés même encore plus près du niveau de stop, ce qui est possible. Mais même en admettant que vous soyez rentré juste après la recommandation, et ben vous êtes sorti avec une perte de voilà 0,3 de 30 points sur le FTSE, donc en gros 8-10% sur ce trade, hop, qui s'est mal passé. Et on voit bien d'ailleurs ici que le point pivot était bien le bon, puisque les 7745 ont bien provoqué ensuite un retournement de la tendance et le marché s'est ensuite retourné. Alors ensuite, libre à vous, dans ces cas-là, de pourquoi pas engager un trade contraire. Pourquoi pas? Ça, c'est tout à fait possible. Nous, on ne renvoie pas d'alerte, mais lorsque le niveau de stop est invalidé, donc qui a provoqué un potentiel retournement de tendance, si vous voulez ensuite jouer le scénario alternatif et jouer le retournement,
évidemment, libre à vous. Nous, on n'envoie pas de recommandations dans ces cas-là. Mais en tout cas, dans l'esprit, dans l'idée, le niveau de stop qu'on avait donné est invalidé. Donc, effectivement, on attend un retournement vers les cibles alternatives. Donc, ça peut être aussi des cas intéressants à jouer pour vous. Voilà, pour vous dire que, pour montrer cet exemple que, bon, tout ne se passe pas toujours bien, mais ça, c'est vrai pour tous les investisseurs. On ne fait pas toujours des positions gagnantes. L'idée, c'est d'être serein, parce que l'idée, c'est de se dire, même si ça se passe mal, comme c'était le cas ici, bah, finalement, je sais que mon risque, il est maîtrisé, et je sais que si je viens me faire taper sur le stop, eh ben, je perds moins de 10%. En tout cas, je savais déjà au départ, en rentrant mon trade, je savais combien j'allais perdre, et j'étais prêt à perdre, en l'occurrence ici, 8-10% de mon investissement sur ce trade. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous remontrer le détail de l'alerte que tu as envoyé avec le niveau de knockout? Puisque là, en effet, on a donc le point pivot à 7745. C'était, Ouais, pardon, voilà, et on a là la barrière désactivante. Voilà. et la barrière Vers était à les- 514,89. Voilà. Donc là, en l'occurrence, ce que tu fais, c'est que tu proposes donc un turbo, donc avec une barrière de désactivation. Mais sachant que, en général, dans les scénarios que vous proposez chez Trading Central, en gros, le scénario ne dit pas, bah voilà, il faut lâcher la position une fois que le turbo vaut 0. En gros, dans vos stratégies, c'est dire, voilà, on a un objectif de perte, mais qui est lié quand même à un niveau précis dans le marché et qui ne correspond pas forcément à la barrière de désactivation. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est ça l'idée. Mais encore une fois, ceux qui aiment et qui préfèrent prendre plus de risques, ça peut être une bonne stratégie aussi. Et effectivement, quand on voit d'ailleurs les résultats que je vous ai présentés au début, effectivement, quelqu'un qui aurait pris plus de risques que nous, ce qu'on a proposé sur les barrières, en l'occurrence, il aurait fait plus de gains, là, puisque ça s'est bien passé. Donc, dans ces cas-là, effectivement, plus de risques veut dire plus de gains. Mais nous, on préfère ne pas recommander ce type de stratégies qui sont plus risquées. Et voilà, nous, on estime que lorsqu'on rentre un trade, c'est pas pour perdre 100%. Mais après, voilà, chacun Oui, parce ses que envies et son on style. on Vous avez pourrait la très bien avoir possibilité, quoi qu'il arrive, de le faire. on pourrait très bien avoir une autre, je dirais, vision de la stratégie. C'est de se dire, bon, OK, Trading Central me propose une barrière de désactivation à 7514. Et ben moi, je vais plutôt privilégier une barrière de désactivation qui correspond donc au niveau, voilà, au point pivot. Ouais, ouais. Ce qui fait que là, j'augmente de façon drastique mon effet de levier. Éventuellement, ça peut également me permettre de prendre une position un petit peu plus petite, en connaissant de toute façon dès le départ mon risque maximum. Puisqu'au Tout à final, c'est fait. ça qu'il faut garder en tête, c'est vraiment le risque maximum qu'on est prêt à perdre dès le départ. En revanche, en effet, si le marché part dans le mauvais sens, ben, mon risque de désactivation, il est quand même là, quoi. Il est beaucoup plus rapide. Ouais, Donc tout à fait. je dirais, c'est une histoire d'ajustement vraiment du risque, hein, et en fonction de l'appétence au risque de chacun. Mm. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais donc, quoi qu'il arrive, nous, on recommande quand même plutôt de prendre des barrières en dessous, donc des niveaux de stop qu'on donne. Euh, Généralement, parce qu'il peut y avoir, donc les niveaux de pivot qu'on va donner, ça peut être des niveaux de tension où il va se passer, où il va y avoir une forte confrontation justement des acheteurs face aux vendeurs, de l'offre et de la demande. Et du coup, ça peut être des zones où on va venir chercher un niveau avant de rebondir dessus, par exemple. Et donc, c'est pour ça qu'on conseille quand même à ceux qui veulent prendre plus de risques, moi, je conseillerais quand même toujours de prendre des barrières inférieures, alors de quelques pourcents ou voilà, après De à vous quelques points, oui. de combien, mais pour éviter le côté je viens me faire taper sur ma barrière et ensuite le marché repart dans le sens que j'avais anticipé à la base. Parce que ça, c'est très frustrant. Et pour le coup, c'est dommage de s'être fait sortir sur un turbo avec une barrière qui était un peu trop agressive, alors qu'on avait finalement la bonne idée. Le marché est simplement revenu tester le niveau de support avant de repartir. Donc, essayez quand même plutôt même si vous voulez prendre plus de risques, ça c'est tout à fait envisageable, mais moi je conseille quand même de prendre un peu de marge par rapport à notre niveau de stop, notre pivot, pour éviter justement les cas où on viendrait tester ce niveau
et repartir ensuite dans le bon sens. Ça vous laisse une marge un petit peu plus grande d'intervention. Ouais, Voilà. j'ai envie de te dire, c'est un grand classique dans le trading. C'est on place un stop où en effet on a pris une barrière de désactivation trop proche. On se fait taper quasiment au point près. La position est désactivée, elle repart dans le bon sens. Et en effet, comme Ouais, tu dis, c'est extrêmement frustrant de voir qu'on avait raison, mais qu'en effet, on a peut-être été peut-être un peu trop prudent ou voilà, ou peut-être un peu trop gourmand au final, en ayant placé des espoirs un peu trop proches en termes de barrière de désactivation, on se fait taper et le marché repart. Et en effet, là, après, on ne vit que de frustration. Et c'est là où justement, parfois, on a tendance à faire des bêtises parce qu'on se dit, tiens, on s'est fait taper, il faut absolument que je re-rentre dans le marché et parfois, c'est peut-être même un peu trop tard puisqu'on va re-rentrer sur un niveau trop haut où le marché va repartir. Enfin, et c'est là où on perd un petit peu justement la raison ou le sens des réalités. On oublie un peu l'étude qu'on a fait avant et on y va un peu les yeux fermés. Et ça, malheureusement, c'est là aussi souvent le mauvais comportement à ouais. avoir. Et ça me fait penser à un point ce que tu dis là, c'est effectivement que j'avais pas mentionné, c'est le côté un petit peu revanche, revanchard qu'il faut éviter d'avoir. Généralement, quand ça se passe mal et qu'on a fait une perte, voilà, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Mais le côté, je replonge directement et puis on va voir ce qu'on va voir et je vais prendre ma revanche et je vais y retourner, je vais faire un gain direct derrière. Généralement, il vaut mieux prendre un peu de recul dans ces cas-là. C'est voilà, on a eu une mauvaise vision de ce qui allait se passer. Mais il vaut mieux dans ces cas-là prendre un peu de recul et se dire bon, qu'est-ce que j'ai mal analysé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi le marché s'est retourné, plutôt que de replonger tout de suite pour essayer de se racheter. Souvent, il vaut mieux prendre un peu de recul, remettre un petit peu les choses à plat, notamment pendant les horaires où les marchés sont fermés. Ça, c'est aussi un conseil que je donne souvent, c'est d'essayer de faire vos analyses. Alors en intraday, c'est compliqué, mais peut-être les analyses au moins court terme. Faites vos analyses quand les marchés sont fermés. Vous allez voir que vous allez avoir une vision qui sera parfois différente et vous serez moins attiré par ce que fait le marché pendant que c'est ouvert, pendant les heures de cotation. Et souvent, faire ces analyses quand les marchés sont fermés, on est souvent beaucoup plus calme soi-même, beaucoup moins de. Voilà, la psychologie est un petit peu différente et ça vous permettra aussi peut-être d'avoir une meilleure vision, une meilleure analyse du marché. Donc n'hésitez pas, parce que quand les marchés cotent, on est souvent un petit peu happé par ce qui se passe et souvent, voilà, on peut faire des bêtises dans ces cas-là. Donc le moyen d'éviter ça, c'est d'avoir toujours justement des plans de trading avec une vision de ce qu'on attend, un niveau de stop, des cibles. Le deuxième point, je dirais, la rigueur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait ce plan-là, il faut s'y tenir. Et c'est pas forcément le plus simple parce que le money management, avoir un plan de trading, c'est très bien, mais parfois il y a des gens, ils ont des plans de trading et quand ça se passe mal, ils ne le respectent pas. Et ça, c'est aussi le deuxième écueil qu'il faut éviter. C'est-à-dire qu'il faut, quand on s'est fixé des niveaux de stop, notamment, des niveaux limites qu'on ne veut pas dépasser en termes de pertes, il faut s'y tenir. Il faut Je s'y suis, tenir, je suis sinon. sûr, ouais, je suis sûr que si on fait un sondage là sur les participants ce soir au webinaire, si on demande combien d'entre vous modifient le niveau des stops une fois la position entrée, et notamment quand le marché part dans le mauvais sens, je suis certain qu'on serait très étonné des chiffres. Enfin, très étonné, oui et non, parce qu'on a l'habitude, mais je pense qu'une grande partie a déjà touché à son niveau de stop en le réajustant dans le mauvais sens. C'est quasi une certitude. Et tu vois, Nicolas, il y a également un message là dans le chat qui est très intéressant. C'est David qui nous dit se méfier aussi de l'euphorie après un trade gagnant. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois. On a tendance à dire, bah oui, lorsqu'on perd des trades, on a une mauvaise série. Bon, on a un peu le moral à zéro. Mais c'est vrai qu'à l'inverse, quand on réalise des super trades, parfois on prend trop la confiance, on va augmenter la taille des positions, on va Oui, se c'est vrai. croire plus fort que le marché et souvent on a tendance à dire de l'argent mal acquis sur le marché, un jour ou l'autre le marché vient le rechercher. Et en effet, cette remarque, elle est vraiment pertinente et intéressante parce que là aussi, l'excès de confiance peut également vous tuer en termes de stratégie ou en termes de money management. Ouais, ouais, tout à fait.
pour ça que je disais qu'il faut arriver à trouver son style et une méthode. En fait, sur les marchés, pour durer en trading et ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui arrivent à avoir une méthode et qui s'y tiennent finalement de manière constante, sans jamais y changer. Ils savent quand ça ira moins bien, voilà, les marchés seront compliqués, ils feront peut-être moins de gains, mais ils savent que la méthodologie qu'ils emploient sur le long terme, ça marche, quoi. Alors ils vont pas ils vont pas faire fortune en 15 jours, mais voilà, sur la durée, ils savent qu'ils sont, même en plus pour eux, on est beaucoup plus serein à gérer des positions quand on a confiance dans ce qu'on fait, quand on a une méthode précise, on le vit aussi beaucoup mieux. Quand on essaie de rentrer des trades un petit peu comme ça, à la volée, en disant bon allez, je tente un coup et puis je vais voir ce que ça va donner, on va générer beaucoup plus de stress et ça va être beaucoup plus difficile ensuite de prendre les bonnes décisions si au départ on ne sait pas trop pourquoi on est rentré et on n'avait pas trop de plans et voilà, on a donc le côté méthode. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose, mais pour avoir une méthode, c'est pas non plus simple. Ça demande, comme je le disais aussi, ça demande aux gens d'investir du temps. De Et c'est vrai, l'apprentissage, bien sûr. ouais, quand c'est pas l'activité principale et qu'on veut faire ça un petit peu sur ses à côté, en loisir, ou quand on a un peu de temps, je comprends que c'est pas forcément évident d'y investir suffisamment de temps, mais c'est vrai que pour le coup, à la longue, c'est comme ça qu'on peut finalement être gagnant et voilà, et s'en sortir dans cette activité. C'est d'arriver vraiment à développer une méthode où on a un peu une espèce de routine où on sait ce qu'on doit regarder, on va regarder tous les jours les statistiques économiques qui vont être publiées, on sait qu'on on va essayer de rentrer plutôt à telle heure qu'à telle autre dans le marché au quotidien, parce qu'on sait que les marchés européens vont bouger beaucoup entre 9 et 10 heures, vont faire le gros du mouvement le matin. Donc soit on essaie de rentrer un petit peu avant pour essayer de bénéficier de ce mouvement, si on a les infos juste avant l'ouverture, puisqu'on peut évidemment essayer de se positionner, surtout sur des produits dérivés comme ça en amont, pour essayer voilà, de capter ce premier mouvement d'accélération, ou alors après attendre plutôt la fin de matinée, voire le début d'après-midi pour voir si la tendance qui a été donnée le matin entre 9 et 10 se confirme, ou au contraire, elle échoue à continuer et on a un retournement de tendance, auquel cas on peut essayer de jouer des mouvements contraires, etc. etc. Donc c'est tout un apprentissage effectivement qu'il faut faire au quotidien pour ceux qui souhaitent s'investir Justement, dedans. ouais, justement, en période de trading propice, tu considères qu'il y a plus d'opportunités le matin à l'ouverture européenne et également donc à l'ouverture des US aux alentours de 15h30, enfin à partir de Ouais, 15h30. ouais, moi c'est un peu ce que je dirais, ce que je conseillerais, c'est plutôt pour ceux qui essaient donc pour un investisseur intraday qui fait vraiment du day trading, c'est d'essayer de rentrer avant l'ouverture si on voit que le signal est bien sur les futurs ou sur les CFD, qu'on a un signal intéressant pour essayer de capter justement ce premier mouvement d'accélération. C'est souvent là que les marchés font le mouvement entre 9 et 10 ou 9 et 11, on va dire, 10 et demi. Et ensuite, les marchés généralement vont un peu se calmer, pas toujours, là je parle vraiment en moyenne, quoi, en général. Oui, en général. Et donc c'est un premier mouvement, essayer de capter. Et ensuite, ça permet de voir dans un deuxième temps, après le déjeuner ou en fin de matinée, de voir si la tendance qui a été lancée le matin, si elle se confirme. Donc là, on va regarder quelles bougies on a eu, les premières bougies horaires, à quoi elles ressemblent. Est-ce qu'elles sont fortement dans un sens ou au contraire, est-ce qu'après l'accélération du matin, la hausse s'est un peu fanée et finalement on a quelque chose d'un peu plus mitigé, voire même quasiment carrément un retournement. Euh, et donc là, à ce moment-là, on peut, dans un deuxième temps, de nouveau intervenir pour jouer le 12e mouvement du marché avec l'ouverture des marchés américains l'après-midi, où là également on peut avoir des signaux d'accélération lorsque les marchés, donc sur les marchés américains évidemment eux-mêmes, mais également sur les marchés européens. Bon, Nicolas, il reste 10 jours sur le concours. Ouais. Je pense que les participants ce soir ont envie d'en savoir un peu plus. Selon toi, si tu devais là faire une petite analyse rapide, qu'est-ce qu'on achète demain ou qu'est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on prend du turbo long, du turbo short? Si Eh tu bien, devais te mouiller, mouiller la chemise et dire bon ok. Alors bien sûr là, c'est dans le cadre du concours, hein,
Donc on est sur du compte de démonstration, mais est-ce que tu as un tuyau là? Enfin, quand je dis un tuyau, Alors, est-ce que tu as une configuration qui se prête à une stratégie là pour les prochains jours, ou en tout cas avant la fin du concours? Est-ce que ouais, tu alors surveilles quelque chose là? Est-ce que tu as quelque chose sur le feu? effectivement, on peut par exemple surveiller le Nasdaq. Pourquoi? C'est l'un des indices. Donc la plupart des indices, comme je le disais, là, sont un peu dans des phases un petit peu molles, surtout en Europe, hein, où on n'a pas grand-chose, même si en intraday, il y a encore des beaucoup à jouer, hein. Je disais ce matin, il y avait un beaucoup à jouer sur la baisse sur les indices européens, par exemple. Mais je dirais que là, on peut regarder le Nasdaq, par exemple, voir ce qu'il va faire. La question est, est-ce qu'il va réussir à J'ai dépasser cette résistance sur j'ai dans laquelle le il est. chat, j'ai dans le chat un message qui nous dit: «Donne-nous un tuyau». Je dirais surveiller le Nasdaq qui surperforme là encore aujourd'hui par rapport aux autres indices. On voit qu'il revient tester cette résistance majeure là à 15 003 en gros. Là sur le CFD on est un peu en dessous, 15 285, 15 003. C'est un signal à regarder parce que là, vous voyez, on est dans une phase de baisse. Donc le Nasdaq, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais évidemment gros rebond depuis le début de l'année. Hein, si on passe en daily, on a vraiment eu un gros rallye qu'on a d'ailleurs pris hein, sur les recommandations qu'on vous a fait depuis le début de l'année. On a commencé, le premier signal, comme je disais, c'était à la mi-mars, c'était le 14 mars, c'était ici. Donc après cette phase de baisse, on avait initié un premier trade acheteur sur Nasdaq. Et ensuite, on a tenté de profiter de cette tendance haussière à plusieurs reprises. Là, on est revenu sur un niveau très fort que tout le monde a identifié hein, sur les 15 003. Mais on voit que ça lâche rien. Autant d'autres indices commencent à lâcher, notamment en Europe, autant le Nasdaq, il reste collé comme ça à sa résistance. Il revient la tester aujourd'hui. Donc là, de deux choses l'une, d'un point de vue stratégie pour un trader, c'est de voir si on est capable de dépasser ou pas franchement ce niveau. Et ça va être l'occasion d'engager des trades. Soit d'engager un trade si vous voyez que la confirmation du dépassement des 15 003, elle se fait clairement. Donc pas comme ici sur un spike où on vient justement tester et on repart à la baisse derrière. Si vous voyez qu'on a une nette cassure et que vous avez par exemple une clôture 60 minutes au-dessus des 15 003, là il y a un trade potentiel à engager pour essayer de jouer la poursuite de la hausse sur le Nasdaq. Et à l'inverse, si vous voyez qu'on a un échec, c'est-à-dire qu'on peut peut-être revenir tester les 15 003, faire une espèce de bougie et repartir à la baisse derrière direct, là, à ce moment-là, ce sera également une occasion de Un jouer turbo l'échec, short. voilà, l'échec sur la résistance et à ce moment-là, de jouer un scénario de repli pour revenir tester le bas du range vers les 14 007, quoi. Voilà, donc il y a un peu cette polarité ici à jouer autour des 15 003 sur le Nasdaq, vu qu'on est très proche. Voilà, c'est Donc des. double possibilité au final sur le Nasdaq. On surveille en effet ce niveau clé de 15 300. Si vraiment on le franchit allègrement, on peut envisager un scénario type turbo long. À l'inverse, si on échoue sur ce niveau et plutôt avec un retour baissier, à ce moment-là, plutôt viser une ouverture de position en turbo short, donc sur le Nasdaq. Disons que là, on a le choix entre les deux, mais en fonction de ce qui va se passer dans les prochaines heures, voire peut-être les prochains jours avant fin de C'est semaine. ça. Je ne Ouais, sais pas si exactement. on a des stats importantes sur les US, ou est-ce que ça Euh, peut avoir un impact avant la fin de la semaine ou avant la fin du concours? je pense, oui, il doit y en avoir avant la fin du concours, mais j'avoue que j'ai pas ça en tête là tout de suite. Tiens, Pour regarde le calendrier éco à gauche dans le menu en bas. Voilà. Je ne sais pas si on exactement. va retrouver. Voilà. Donc ça, c'était. Alors, si on se met peut-être juste aux États-Unis pour Ouais. trier. Ça, c'était. Tu peux choisir les jours en haut. Donc là, on est sur le 5, c'était aujourd'hui, tu vois, donc jeudi et vendredi. Parce que souvent, on a des stats hein, sur la fin de semaine. Alors, le jeudi US, on va avoir, ouais, on a toujours, bon, c'est du classique, les ADP et les jobless claims, mais ça, bon, c'est effectivement toujours des choses qui font bouger les marchés. Donc, typiquement, vérifier demain. Alors, si je regarde vendredi, hop, là, on est le
7. Le 7. On a effectivement les non-farm ce Ouais. vendredi, ouais, tout à fait. On a le Exactement. premier vendredi du mois avec le NFP, voilà. Donc chiffre important là, hein, stat décisive, ça va peut-être se jouer là justement. Eh ben exactement, voilà. Typiquement, ça peut se jouer là. Donc ça, il va falloir être aux Bon, aguets bah, ça y est, on tient notre tuyau là, hein. vendredi à 14h30. Alors, après, pour un investisseur, si par exemple dès demain, on peut aussi être très réactif et tout en sachant qu'il y a les NFP vendredi, si demain on voit, bon là on voit que le marché hésite, donc probablement qu'il n'irait peut-être pas chercher et dépasser la résistance aujourd'hui, encore qu'on n'est qu'en début de séance aux US, mais demain par exemple, si après les jobless claims à 14h30, vous voyez que ça attaque et qu'on casse et que vous avez un petit signal, on peut déjà essayer d'en profiter, voir si ça accélère un peu, et puis couper sa position en fin de journée ou le vendredi matin avant les NFP pour se dire, bon, les NFP arrivent, on ne sait jamais ce qui va se passer, donc voilà, sécurisons les gains. Si vous Oui, voyez que parce que ça attaque demain, ça peut être violent en effet. L'annonce du NFP, parfois, exactement. on peut Et avoir ensuite, vraiment des scénarios catastrophiques, hein. si on n'a pas dépassé d'ici là, ou si d'ici là, on a fait une fausse cassure et qu'on commence à attaquer à la baisse, à ce moment-là, attendre les NFP et sur les NFP, peut-être agir si vous voyez que ça part à la baisse, essayer de jouer des signaux baissiers, des turbos baissiers pour revenir toucher les 14 007, quoi. Voilà, en gros, bon là je parle du Nasdaq, mais ça aurait pu être, on aurait pu prendre un autre indice, mais c'est vrai que celui-là est intéressant aujourd'hui parce qu'il revient tester, voilà, il revient de nouveau tester sa résistance, 15 003 qui est vraiment un gros niveau quand on se place d'un point de vue à la fois journalier mais également sur un horizon hebdomadaire. On a tout le monde a noté ce gros niveau de résistance. On a vraiment des grosses mèches ici qui s'étaient formées en mars, janvier-mars 2022. Donc voilà, gros niveau, voir si on échoue. Là, ça peut être assez violent à la baisse, on peut repartir assez violemment. Donc ça donnera aussi de bonnes opportunités à ceux qui cherchent plutôt à jouer le repli, les shorts sous ce niveau. Mais pour moi, il faut vraiment attendre d'avoir, avant d'initier le short, il faut vraiment attendre d'avoir un signal important. Là, par exemple, moi, sur une configuration comme ça, où certes, vous voyez, on vient échouer sur la résistance. Donc là, on a une petite mèche qui s'est formée. Mais moi, sur un signal comme ça, pour moi, ce n'est pas suffisant pour initier un trade baissier. Parce qu'on reste quand même dans une dynamique avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, notamment en intraday. On voit qu'on continue quand même de rester dans cette dynamique haussière. Donc pour moi, là, si vraiment on échoue sur la résistance, il faut revenir passer au moins sous les 15 100, voir la petite mèche ici à 15 065. Voilà, la zone 15 065, 15 100. Si on arrive à repasser sous cette zone, là, effectivement, on pourra avoir un signal potentiellement intéressant. Mais là, actuellement, pour moi, voilà, mais encore une fois, après chacun, on peut considérer là très bien, tout à fait, que on est pile sous la résistance, qu'on a bien échoué sous la résistance et qu'on peut tenter un trade sous ce niveau. Certains pourraient le tenter et le penser. Pour moi, personnellement, c'est pas suffisant. Il me manque des éléments pour avoir plus confiance dans un mouvement de retournement baissier. Donc voilà, là, Donc, je serais plutôt en phase d'attente et surveiller. Soit on confirme vraiment l'échec, voire même un petit dépassement et on revient, on échoue et on repart à la baisse, ou alors on casse et à ce moment-là, on rentre et on essaie de profiter de l'accélération haussière qui en découlera parce que ça provoquera forcément une accélération sur le mouvement, puisqu'il y a des gros niveaux qui sont placés forcément sur les 15 003 ici sur le Nasdaq. donc, si on est abonné aux alertes de Trading Turbo, on a peut-être des chances de recevoir avant la fin de semaine une alerte donc peut-être sur Ouais, le Nasdaq ou en tout cas une possible. alerte sur indice. Simple parce que là on a dépassé ici l'horaire. Je vais simplement reprendre la main, Nicolas. Je Ouais, vais représenter le passage d'ordre justement sur le Nasdaq. Alors, je vais reprendre. Hop, voilà. Je vais vous présenter mon écran. Voilà. Donc logiquement, voilà. Ici vous avez la plateforme. Alors là, elle est en noir, hein. D'ailleurs, je vous montre comment on fait pour changer la couleur, parce que Nicolas était sur un fond blanc. Si vous souhaitez avoir le fond noir, il vous suffit de cliquer ici sur Paramètres, et vous avez ici, vous voyez, vous pouvez choisir entre le thème clair ou le thème sombre.
Donc ça c'était juste pour la petite parenthèse. Vous voyez ici hein, au niveau des turbos, donc vous avez les différentes barrières de désactivation disponibles. Quand vous baladez comme ça sur les différentes barrières, vous voyez sur le graphique, vous avez la barrière qui est affichée graphiquement. Hein. Vous voyez, je vais ici me placer en 1 heure par exemple pour reprendre ce que présentait Nicolas. Vous voyez, donc dès que vous placez ici votre curseur hein, sur un niveau de knockout, vous avez le knockout représenté donc graphiquement ici sur le niveau. Alors, petite précision, parce que là aussi souvent on a la question, c'est concernant le pricer, parce que vous voyez ici, si j'achète ce turbo qui vaut 1,61, on va le faire d'ailleurs, ici pour l'exemple, je vais acheter donc 1000 turbos, je fais aperçu de l'ordre, voilà, placer un ordre. Donc la barrière de désactivation, elle est placée ici à 15 093. Je fais placer l'ordre. Voilà, l'ordre est exécuté. Si je vais ici dans les positions, on va cliquer sur vente pour placer un ordre de vente. Donc, vous voyez, donc nous, on est rentré ici. On va dire qu'on souhaite aller justement par rapport au niveau que Nicolas nous donnait. On veut placer un objectif ici à 15 300. Donc là, je fais vente. Et je peux d'ores et déjà, parce que ça faisait partie d'une des questions tout à l'heure, on peut ici placer avec le pricer, donc je vais choisir ordre limité, et avec le pricer, vous allez ici mettre le niveau du sous-jacent, donc c'est-à-dire 15 300, et ça vous calcule automatiquement la valorisation du turbo, c'est-à-dire qu'on va placer un ordre de vente, vous voyez, on a acheté aux alentours de 1,61 ici, et bien on va placer un ordre à 2,41, et ce niveau, il correspond ici au niveau des 15 300. Donc le pricer, quand vous cliquez dessus, ça vous permet de calculer automatiquement la valeur de votre turbo sur l'ordre limite que vous allez placer dans le marché. Donc je fais ici copier sur le ticket d'ordre et il me reste simplement à valider ici par aperçu de l'ordre. Vous voyez que ça me calcule également ici automatiquement la plus ou moins value potentielle et je fais placer ordre. Voilà, donc là mon ordre est placé, bien sûr il n'est pas exécuté. On le retrouve ici dans les ordres différés. Voilà, il est là. Cet ordre, je peux le modifier, je peux le supprimer. Donc, je suis toujours en position ici sur ce turbo. Et donc, si le marché vient ici taper les 15 300, voilà, ma position est vendue automatiquement. Et à l'inverse, bien sûr, ici, si je viens prendre, enfin, si le marché descend, ma position est également donc cette fois-ci clôturée, mais désactivée ici à 0, hein, puisque le knockout aura été touché. Je regarde dans le chat si on a des questions. Alors, peut-on prendre 2 trades long et short avec déclenchement? Alors oui, vous pouvez prendre des trades long et short, c'est possible. Donc, alors long et short, ça veut dire que vous pouvez acheter un turbo long et acheter un turbo short. Donc turbo long pour un scénario long, turbo short pour un scénario donc baissier. Vous ne pouvez pas vendre à découvert, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être short d'un turbo. Soit vous achetez le long, ou soit vous achetez le short. Vous pouvez déclencher, en effet, c'est possible. Ici, vous avez donc plusieurs types d'ordres. Là, tout à l'heure, j'ai utilisé un ordre au marché pour rentrer. Vous pouvez rentrer avec un ordre limite. L'ordre limite, vous pouvez également calculer les limites ici avec le pricer, mais vous avez également la possibilité de placer ici un ordre à plage de déclenchement, c'est-à-dire l'équivalent d'un ordre stop pour entrer en position. Et là aussi, vous avez la possibilité de calculer les niveaux, donc dans le marché, en indiquant le niveau du sous-jacent et ça vous calcule automatiquement donc le niveau sur le turbo. Dommage qu'on ne puisse pas placer les ordres directement avec la valeur du sous-jacent. Eh bien si, vous voyez, on peut placer un ordre avec la valeur du sous-jacent justement en utilisant le pricer ici intégré à la plateforme. Je regarde si j'ai encore d'autres. Alors oui, comment fonctionnent les ordres stop? Eh bien tout simplement, si vous placez un ordre limité, l'ordre limité, ça veut dire j'achète au maximum A. Donc ça veut dire par exemple ici, si je veux acheter au maximum sur la valeur de 15 160, c'est-à-dire que je vais attendre un retour ici sur 15 160, donc j'achète au maximum A. L'ordre stop, c'est l'inverse. C'est par exemple, comme Nicolas le précisait tout à l'heure, vous voyez, vous avez ici le niveau à 15 300. Tant qu'on est en dessous des 15 300, on n'achète pas, puisqu'on n'est pas en, je dirais, on pourrait même se mettre un petit peu au-dessus, hein, on pourrait dire 15 320.
tant qu'on n'a pas cassé les 15 300, on n'achète pas. Nous, on veut acheter uniquement si le marché vient toucher 15 320. À ce moment-là, vous pouvez placer un ordre à seuil de déclenchement, c'est-à-dire on déclenche l'ouverture de notre position dès lors où le marché vient ici taper les 15 320. Alors, est-ce qu'on peut passer les ordres sur la valeur du sous-jacent sans le pricer? Ben non, c'est pas possible. Puisque ici, vous voyez, le turbo, hein, il cote la cotation d'un turbo. En réalité, le prix du turbo, il est représenté entre l'écart entre le cours actuel et la barrière de désactivation. Donc bien sûr, plus l'écart est important, plus le prix du turbo est important, et plus l'écart est faible, et plus vous faites là aussi baisser le prix du turbo. C'est pour ça que plus vous allez prendre une barrière de désactivation proche du cours actuel, et plus le prix de votre turbo va être faible. Voilà, c'était pour répondre aux questions donc, qui étaient restées en suspens dans le chat. Si je vais vous montrer un truc quand même important. Ici, on va aller sur la chaîne YouTube d'IG. J'ai fait une vidéo récemment sur alors YouTube, on va aller sur IG. Voilà, IG France. Hop, vous avez une rubrique turbo. Vous retrouvez, oui, alors pour ceux qui veulent revoir le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube, le replay de ce soir. Et vous avez ici, donc dans Tuto Turbo, vous avez ouvrir et fermer une position sur Turbo, qui est la dernière vidéo donc tournée. Voilà, petite vidéo qui dure une petite dizaine de minutes, voilà, qui vous présente donc les différents types d'ordres que vous pouvez passer donc sur les turbos et sur la plateforme IG. Nicolas, tu souhaitais Non, bah clôturer écoute, cette soirée par un ultime conseil? non, à part souhaiter bon courage à tous les participants du coup au concours. Il reste encore du temps, donc même ceux qui sont mal classés, il y a encore du temps pour se refaire. Donc voilà, bon courage à tous ceux qui participent. Et effectivement, c'est un bon moyen d'appréhender un petit peu le trading et de voir un petit peu comment on s'en sort sur un petit concours comme ça. C'est toujours assez sympa. Donc voilà, profitez bien de ce petit concours et puis bonne chance à tous. Alors, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce que gagnent les premiers. Oui, il Il y y a a, des lots, il y a des mis en lots. jeu. Il y a des lots plutôt sympas. On a un setup complet de trading. Je vais vous remontrer. Je vais le mettre à l'écran. Hop, voilà. On a pour les lots. Non, je suis pas sur la bonne page. Je vais me mettre sur la bonne page. Ça ira mieux. Voilà, ici. Alors, on a. Voilà, un setup complet. Donc avec PC, double écran, avec tout ce qui est souris, etc. Le deuxième prix, une tablette Samsung et le troisième prix, une enceinte Google Nest. Voilà, donc ce sont les prix pour les trois premiers. Alors, où est le classement? On me pose la question. Eh ben, justement, il est sur cette page. Ouais, ouais. Alors, je reviens en arrière, je remonte. Donc, quand on est sur IG, vous allez ici sur la partie bleue. Vous voyez, vous avez Summer Trading Challenge. Vous cliquez. Vous avez ici participer au Summer Trading Challenge. Vous cliquez sur Je participe. Voilà. Et en descendant dans la page, vous retrouvez, vous allez voir si on descend, ici le classement général. En effet, le classement que je vous ai présenté tout à l'heure, il est bien actualisé et on l'a ici. Donc avec Léo qui est premier avec 56% ce soir, Georges avec 55%, quasi 56%. Enfin, là, on est vraiment dans un mouchoir de poche. Donc, bah oui, il reste encore des opportunités d'ici là. C'est vrai que parfois, on peut avoir des journées sans opportunité. Je dirais que ça vaut pas la peine forcément de se forcer à trader, même si là, on est en mode concours, donc on a tendance à vouloir toujours aller Oui, un peu plus vite. c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que parfois, il faut pas s'emballer. Il faut savoir aussi prendre le bon signal au bon moment. Hmm. C'est vrai que le concours là, pousse entre guillemets peut-être à faire plus de trades qu'on aurait envie d'en faire vu que c'est sur une durée limitée et que finalement il faut prendre un peu plus de risques. C'est un peu logique, mais ça fait un peu partie du jeu pour ce type de concours, effectivement. En effet. En tout cas, merci Nicolas.
pour tes précieux conseils et tes précieuses recommandations. On te retrouve également régulièrement dans le cadre des alertes de trading turbo. Ouais, tout à fait. Et quant à moi, je vous retrouverai la semaine prochaine dans le cadre d'un autre webinaire. Ce sera avec Marc Daguerre. Et vous avez également, alors ce sera mardi prochain, et vous avez lundi un autre webinaire qui est organisé, donc toujours gratuit et accessible à tous, avec UGK Trading, qui est un gars qui trade sur les marchés, qui participe également au concours et qui vous expliquera donc sa méthode. Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Merci de votre attention et à très bientôt. Merci Nicolas. Merci, merci, au revoir, bonne soirée. Merci, au revoir.